posé ces questions-là, vous m'avez évoqué ces questions, je les aborde ou je les aborde pas? Par Ah, exemple, vous oh, dites, la taxe carbone va-t-elle affaiblir la rente pétrolière? c'était un peu ma question tout à l'heure, pour faire la transition vers la COP26. Non, pardon, parce qu'elle va affaiblir la rente gazière, vous Oui, avez oui, oui, oui. noté. On vient d'en parler, hein. Voilà. Cela dépendra du lieu où elle est prélevée. Est-ce qu'elle sera prélevée en amont? Est-ce qu'elle sera prélevée aux émissions en aval, sur les émissions en aval? Est-ce qu'elle sera prélevée à la tête de puits? C'est pas encore décidé. De toute façon, une taxe carbone sera imposée. J'essaie de savoir si c'est nous qui l'imposons ou si c'est les pays consommateurs qui vont l'imposer. Autrement dit, le grand débat aujourd'hui, c'est faut-il taxer la production ou faut-il taxer les émissions? C'est un grand débat qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais De on toute se façon, doute un petit peu que c'est l'OCDE qui va décider du lieu où ça sera taxé. Ça a souvent été comme ça que ça s'est passé, hein. je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un des éléments de la transition énergétique qu'il faudra aborder de toute façon. On Donc, l'aborde. mais avant de lâcher ce point-là, il est clair qu'une taxe carbone va être imposée. Qu'en ce qui concerne nos exportations de gaz naturel, ça ne peut être qu'un plus, parce qu'elle va contribuer à une amélioration de la demande en gaz naturel pendant encore très longtemps. Parce que l'imposition d'une taxe carbone affecte davantage le charbon, le pétrole, mais pas de la même façon le gaz naturel. Donc, une taxe carbone est souhaitable, elle nous permet d'augmenter nos exportations, toujours avec la condition, est-ce que nous avons suffisamment de gaz à produire? Est-ce que nous avons, une fois que nous aurons fait le plein en ce qui concerne la demande forte de la consommation intérieure, est-ce qu'il nous reste des quantités de gaz? Et ça peut nous aider. L'autre aspect, je l'oublie, j'en parle plus, vous parlez quel est le gaz dans le mix énergétique mondial. Le gaz dans le mix énergétique mondial aujourd'hui, il est important, 25%, moins que le pétrole, bien entendu. À très long terme, il est quand même prévu que même si la consommation de gaz naturel va augmenter, je crois que pendant encore 10 ans ou 15 ans, sa part de marché sera légèrement inférieure parce qu'il y a une augmentation des énergies renouvelables qui peuvent aller jusqu'à 70% d'ici 2050. Voilà. Alors, je vais énergétique. greffer une petite question dans les enjeux de la COP26 par lesquels on va terminer ce très très riche entretien, Nolden Clausin. Il y a aujourd'hui une sorte de désenchantement à cause des coûts de production de l'énergie renouvelable qui est aujourd'hui perçu comme un facteur inflationniste alors qu'il a pu être vendu à d'autres moments comme étant peut-être un élément de déflation versus le prix du pétrole notamment. Est-ce que cet aspect-là va jouer aussi, va peser sur la réunion de Glasgow? Je viens d'assister à une réunion internationale avec des experts de grand renom où tous les grands opérateurs étaient présents. Ce qui a été établi, après avoir discuté du fait que est-ce que les prix élevés actuels sont la cause de la transition énergétique, ou est-ce qu'il faut peut-être réduire le rythme auquel on avance dans ce moment-là. Il y a une conclusion qui a été disons, soutenue par la majorité des pays membres, ou des pays qui ont assisté à la réunion, c'est qu'il faut s'attendre, quel que soit le scénario, à ce que le coût de l'énergie pour le consommateur, dans son ensemble,
ira en augmentation. Autrement dit, on ne peut pas présenter la transition énergétique comme un moyen de réduire le coût pour le consommateur. Des dispositions seront prises pour affaiblir, atténuer ce coût. Mais tout le monde est d'accord pour dire que compte tenu des investissements énormes qui seront requis pour tout ce qui est prévu afin de sortir du carbone, il serait illusoire de penser que le prix de l'énergie pour le consommateur sera plus faible aujourd'hui. Il ne peut qu'augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre, et ça a été admis. Donc, le consommateur devra payer un prix plus cher. Et certains des investissements qui sont prévus pour la décarbonisation sont encore beaucoup plus élevés que ce qui a été avancé jusqu'à présent, notamment lorsqu'on parle du captage du carbone, lorsqu'on parle également de la nécessité d'avoir à trouver des substituts pour le charbon dans ces pays-là. Alors, il y a un enjeu supplémentaire, Nordine Edlaoucine, c'est quand même ce qui a été promis par l'OCDE pour aider les producteurs à sortir du carbone, parce que ce sont eux qui vont être les principales victimes. Et on ne voit rien arriver de ce côté-là. Oui, j'y arrive. Parce qu'au moment où on dit que ça coûtera beaucoup plus cher pour le consommateur, on dit aussi, certains ont le courage de dire que l'adaptation à la transition énergétique coûtera beaucoup plus cher aux pays producteurs. Non pas en termes de prix de l'énergie, mais en termes de l'impact qu'elle aura sur leur croissance économique et sur l'avenir de leurs réserves disponibles. C'est un élément qui va certainement être abordé, probablement à la COP 26. Effectivement, la COP avait intégré dans ses délibérations l'idée d'un fonds spécial de 100 milliards de dollars par an destiné à aider les pays en voie de développement à s'adapter à la transition énergétique. Cela a été reconnu, cela a été inscrit dans l'accord de Paris. Et cela est justifié par deux principes reconnus également. Le principe de ce qu'on appelle des circonstances présentes, à savoir que les pays dans les circonstances présentes ne sont pas diversifiés. Ils font surtout référence ici à une diversification économique limitée par rapport aux pays de l'OCDE, c'est clair, c'est un des problèmes que nous connaissons chez nous. On n'est pas diversifié. Ou alors, un principe encore plus important, la responsabilité historique incontestable des pays riches dans le réchauffement climatique. C'est vrai, lorsqu'on fait le bilan de la pollution depuis l'ère industrielle jusqu'à maintenant, ce sont les pays riches qui ont contribué à cette pollution. Et par conséquent, vous comprenez une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Inde aujourd'hui dit, bon, on veut m'imposer à moi de me débarrasser du charbon, mais laissez-moi d'abord arriver au niveau de pollution que vous avez amené. Donc il y a cet aspect-là qui doit être pris en considération. Est-ce qu'il y a un lobby organisé des pays producteurs pour justement faire pression et libérer ce fonds de 100 milliards de dollars d'accompagnement à la sortie du carbone? À mon avis, je crois que la COP en elle-même est sincère dans son idée d'essayer de trouver une solution. C'est ce qu'ils appellent une transition juste et équitable, qui répartissent de façon équitable le coût de l'adaptation à la transition entre les pays riches, notamment l'OCDE, et les pays en voie de développement.
Je crois qu'il y a une sincérité dans ce domaine-là. Mais c'est un problème de timing, c'est un problème de concentration de l'effort. Au moment où on se réunit régulièrement au sein de la COP, on fixe les objectifs, en termes quelquefois précis. On fixe les étapes, les timings, 2050. Et on, effectivement, regarde beaucoup, de façon beaucoup plus proche, les problèmes liés à la taxation que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on taxe la production en amont ou est-ce qu'on taxe les émissions en aval? C'est un problème très compliqué. Il y a beaucoup de temps qui est perçu, qui est consacré à cet aspect. Mais en ce qui concerne le dédommagement ou l'aide prévue pour les pays en voie de producteur, on n'avance pas beaucoup. On est, dans ce qui concerne ces modalités, comment elles seront sélectionnées, comment elles seront estimées. Effectivement. Donc, il y a cet aspect-là qui doit être accéléré. Il y a un aspect qui peut peut-être expliquer les raisons pour lesquelles on n'accorde pas au sein de la COP autant d'importance à cet aspect-là, à cet aspect de compensation, dédommagement ou d'aide aux pays développés par rapport aux autres questions fondamentales, c'est qu'il y a ce sentiment dans les pays riches que de toute façon les pays en voie de développement, ils devront s'adapter tôt ou tard. Ils seront obligés de tôt ou tard. Est-ce que ce n'est pas un peu vrai quand même, compte tenu des dérèglements climatiques, de la panique qui s'empare un petit peu de la planète, les règles qui vont être imposées, la taxation, la sortie du carbone va être imposée à tout le monde et peut-être qu'on n'aura pas le dédommagement et l'accompagnement prévu et promis. Effectivement, c'est possible. C'est possible. C'est moi, mon sentiment, c'est que il y a une sincérité dans l'effort, il y a un désir de justice, d'équité, il y a un engagement d'aider les pays en voie de développement. Je préfère qu'on parle autant de cet aspect fondamental que du reste. Oui. Parce que l'aspect fondamental dépendra justement du reste. Voilà. Il fait un temps où ce genre de problèmes ne sont pas laissés aux pays de l'OCDE, ils doivent être refléter un consensus au niveau international. Vous vous rappelez, bien entendu, les moments où nous avions le dialogue Nord-Sud, où nous avions les dialogues producteurs-consommateurs, vous vous rappelez de tout cela. J'ai l'impression qu'on n'est pas monté au créneau. On n'est pas monté au créneau pour essayer de défendre notre point de vue. On n'est pas monté, en principe, sur une question aussi simple, les taxes à l'importation qui est prévue en Europe et qui sera probablement étendue au reste du monde. Ces taxes sont contraires à l'organisation commerciale, à l'OMC. Est-ce qu'on n'est pas monté au créneau? Est-ce qu'il faut monter? Je ne parle pas uniquement des pays producteurs seuls. Je parle aussi des autres pays qui vont être touchés par cette transition, notamment la Chine, notamment l'Inde. Est-ce qu'ils vont pouvoir être en mesure de baisser la consommation de gaz naturel? Ils le font d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont ne plus utiliser des charbons?